Donc, on va débuter. Je vais vous présenter, bien sûr, Guylaine Marsili d'abord. Je vous rappelle aussi qu'à la suite de la conférence, il y a bien sûr le moment de discussion, de questions-réponses. Je rappelle aussi qu'on demande des questions courtes et non pas des mini-conférences avec des commentaires. On les prend en série. On en prendra 4-5 à la fois. Et puis après, le conférencier répondra. Et puis après tout ceci, il y a un pot, il y a un apéritif qui vous est offert. On souhaite que vous veniez nombreux. Ça permet de continuer d'échanger aussi. Et c'est ce qui est sympathique dans ces conférences. Donc, Guylaine Marsili est ingénieur des mines de Paris, docteur ès sciences. Et il a mené, bien qu'il continue encore, il a mené une carrière d'enseignant-chercheur. Et donc voici un descriptif rapide de ses activités. Pour l'enseignement, il fut professeur à l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, de 1987 à 2005, et dont il est actuellement professeur émérite. Sur le plan de la recherche, Guylaine Marsili a été directeur d'unité de recherche du CNRS, fonctionnement des systèmes hydriques continentaux, de 1989 à 2000, puis responsable d'une école doctorale. Donc ça, c'est au niveau de l'université entière, pour s'occuper de tout ce qui est gestion des doctorants, programmation des cours, etc. Il a beaucoup de publications, 160 articles scientifiques dans des revues, une vingtaine de chapitres d'ouvrages et 8 livres, dont l'eau, un trésor en partage que vous avez là-bas sur la table. Alors, parmi les autres activités, j'ai dû faire un choix parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc, je vais vous donner juste quelques exemples. Il est rédacteur en chef du prestigieux journal Journal of Contaminant Hydrology et il est aussi participant de nombreux comités de rédaction de journaux scientifiques. Il est directeur et membre de divers conseils scientifiques d'institutions françaises et internationales, publiques ou privées, administratives ou techniques. Par exemple, encore aujourd'hui, depuis 2015, il est président du comité de rédaction de ce qu'on appelle le défi 1 sur la gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique. Dans ce programme qui est national, c'est la stratégie nationale de recherche, il y a 10 défis et donc il dirige l'un de ceux-ci. C'est au plus haut niveau national de la recherche. Il est membre de l'Académie des sciences, donc il est sous la coupole, on pourrait dire. Et à l'Académie des sciences, il est président du comité Sciences et Société. Il est aussi membre de 2 autres académies françaises, l'Académie d'agriculture et l'Académie des technologies, dont je crois d'ailleurs il est un des membres cofondateurs. Il est docteur honoris causa de plusieurs universités étrangères et a reçu de très nombreux prix français et internationaux pour ses travaux. Alors, son audience internationale tient à ses travaux théoriques sur les écoulements hydriques de surface et souterrains. Et ces travaux ont été appliqués à l'industrie pétrolière, au stockage des déchets, à la gestion, à la qualité des eaux de surface, donc des eaux de rivière, des eaux de lac, des nappes. Il s'intéresse aussi aux effets des changements climatiques sur les ressources en eau face à la production alimentaire mondiale. Et c'est sur ces derniers points, changement climatique, ressources en eau et production alimentaire mondiale, qu'une grande partie de son exposé de ce soir sera centrée aux conférences du Temple. Voilà. Guylaine, je te passe la parole. Et je te remercie encore d'être venu jusqu'à Uzès pour nous faire cette conférence. Il est arrivé cet après-midi, il repart demain matin. Merci Christian, merci mesdames et messieurs d'être venus à cette conférence. Je te remercie de m'avoir invité et des mots très aimables que tu as prononcés. Et c'est un plaisir pour moi de vous parler de l'eau. Bien évidemment, il nous faudrait une semaine pour parler sur l'ensemble des problèmes de l'eau qui se posent sur la planète, que ce soit des problèmes de qualité d'eau dont je ne parlerai qu'à peine. Et je vais essayer de concentrer mon exposé aujourd'hui sur les problèmes de quantité. Combien d'eau avons-nous ?
Alors, quelques images, surtout ceux qui sont au fond, si vous ne m'entendez pas bien, dites-le moi, agitez la main, de façon à ce qu'on essaye d'ajuster, que ce soit plus fort ou moins fort, pour que vous puissiez écouter. Alors, on a l'habitude de dire que la Terre est la planète bleue. Et effectivement, quand on la regarde depuis l'espace, elle est couverte soit de nuages, soit d'océans, donc on a l'impression que la Terre est en fait assez riche en eau. Ce qui n'est pas totalement faux, dans la mesure où sur les planètes qu'on appelle telluriques, c'est-à-dire Mercure, Vénus, la Terre et Mars, les 4 planètes les plus proches du Soleil, eh bien, c'est la Terre qui, effectivement, proportionnellement, a le plus d'eau. Donc on est relativement riche. On est riche, mais pas tellement. Voici une image de synthèse, bien sûr, c'est un dessin. Vous avez la planète, on a pris toute l'eau de la planète et on l'a mis dans cette grosse goutte bleue que vous voyez en haut à gauche. Donc la quantité d'eau présente sur Terre, elle n'est pas énorme. Par rapport au volume de la Terre, on n'a en fait pas beaucoup d'eau. Alors, si vous avez de bons yeux, vous voyez ici une goutte qui est plus petite. Ça, c'est tout le stock d'eau douce que nous avons. L'essentiel de l'eau de la planète, comme vous vous en doutez, est salée dans les océans. Donc, en fait, de l'eau douce, on n'en a pas énormément. Alors, pour ceux qui sont tout proches de l'écran, vous avez ici une toute petite goutte que l'on ne voit à peine. Ça, c'est l'eau douce non gelée. L'essentiel des stocks d'eau douce se trouve en Antarctique ou en Arctique, sur le Groenland, sous forme de glace. Donc la quantité d'eau douce qui n'est pas gelée, elle est à peine visible. On a vraiment très peu de stocks d'eau douce. Alors ça, c'est pour faire peur aux gens. Donc si j'étais un bon journaliste, je commencerais par vous effrayer en disant « on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau ». Et les journalistes ne s'en manquent pas. Une petite question qu'on peut se poser, d'où vient l'eau sur Terre ? Je ne crois pas que M. Luminet vous ait parlé de l'origine de l'eau sur Terre. Ah, eh bien écoutez, on a fait l'année dernière et l'année d'avant une expérience intéressante qui est la mission Rosetta. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rosetta. Rosetta est une sonde, je vais vous montrer sa trajectoire, c'est quand même assez impressionnant. Rosetta est une sonde qui est partie de la Terre, qui est ici, et qui a, non, elle est là la Terre, qui a fait plusieurs tours autour du Soleil. Elle est partie en 2004, et elle est arrivée en 2014 en proximité d'une comète. Et cette comète, c'est celle dont j'avais mis, il est imprononçable son nom, c'est la comète Churyumov-Gerasimenko. Alors cette comète est toute petite, vous voyez sa dimension, elle mesure quelques kilomètres. Elle est probablement faite de 2 comètes qui se sont regroupées, recollées, on ne sait pas exactement. Alors ce qui est impressionnant, c'est que donc, la sonde a mis à peu près 10 ans pour arriver à proximité de la comète. La sonde était Rosetta, c'est une espèce de plateforme, et puis elle avait un module qui s'appelle Philae, que voilà, et qui était et qui est censé se poser sur la comète. La comète, vous savez tout ce que c'est de la glace avec un peu de poussière. Donc c'est quelque chose en principe dur et capable de porter la sonde. Donc ce que vous voyez peut-être mal pour ceux qui sont loin, c'est que ici, sur les 3 pieds d'atterrissage, je ne sais pas si on atterrit sur une comète, enfin quel est le bon terme, vous voyez un tire-bouchon là. C'était des tire-bouchons qui, à partir du moment où la comète arrivait, allaient vite se mettre à tourner pour l'ancrer dans la glace. Ça a mal marché. Ça a mal marché, et voilà un peu le trajet de la comète, de la sonde Philae. Elle est arrivée là, elle arrivait à 5 km/h, c'est quand même pas rapide. Et bien voilà, elle a rebondi, et vous voyez qu'elle est remontée dans l'espace environ de presque 1 kilomètre, avant de revenir une deuxième fois. Là, elle n'avait pas réussi à s'ancrer dans le sol, et puis là, vous allez voir que finalement, elle s'est arrêtée, fort heureusement, mais elle s'est coincée sur une espèce de rocher de glace qui lui a permis de s'arrêter et de ne pas faire un 3e saut, sinon elle était partie pour toujours. Donc on a eu de la chance dans notre malheur. On était à 313 millions de kilomètres de la Terre, et tout ça a été surveillé par les gens de l'Agence spatiale européenne et du CNES pour essayer de faire ça. Là, elle a un petit ennui, c'est qu'elle n'est pas exactement en position verticale. Donc certaines des expériences qui étaient prévues n'ont pas pu être faites à cause de cette position. L'idée pour l'origine de l'eau sur Terre, d'envoyer une sonde sur une comète, c'était de regarder l'analyse chimique de l'eau de la comète et de la comparer à l'analyse chimique de l'eau de la Terre, et voir si c'est la même. Parce qu'une des théories, jusqu'ici, qui était celle en faveur pour l'origine de l'eau sur Terre, c'est que
quelques 100 millions ou 1 milliard d'années après la formation de la Terre, ce qui remonte à 4,6 milliards d'années, la Terre aurait été bombardée par des comètes. Et c'est ça qui nous aurait amené là. Alors, Philae a mesuré la composition chimique de l'eau de la comète, et plus précisément, vous savez que l'eau est formée de deux molécules, l'hydrogène et l'oxygène, et que l'hydrogène possède plusieurs isotopes. On a ce qu'on appelle le deutérium, qui est un hydrogène lourd, et puis le tritium, qui est un hydrogène radioactif. Le tritium est une molécule stable, enfin un atome stable. Et donc, la sonde est allée mesurer la teneur en deutérium de l'eau de la comète. Catastrophe, la signature en eau de la comète n'est pas la même que la Terre. Donc, c'est un problème. Alors, si c'était la première fois qu'on mesurait la teneur en deutérium d'une comète, on serait dit, bon ben, une comète, pourquoi pas? Peut-être que la suivante, elle va être bonne. Malheureusement, il y a une dizaine d'années, les Américains avaient fait une mission similaire sur la comète de Halley. C'était dans les années 90, fin des années 90, et la mission s'appelait Giotto. Ils ne se sont pas posés sur la comète, mais ils ont fait passer leur sonde dans la queue de la comète. Donc là, ils ont échantillonné la vapeur d'eau issue de la queue de la comète, et ils ont trouvé la même chose. Il y a trop de deutérium dans l'eau des comètes pour expliquer comme ça l'origine de l'eau sur Terre. Donc nous avons un problème scientifique qui n'est pas grave dans la mesure où d'où que vienne l'eau, nous l'avons ici, donc tout va bien. Mais scientifiquement, pour savoir d'où elle vient, l'hypothèse comète est de moins en moins respectée, et il semblerait que ce soit un bombardement de la Terre avec des météorites pierreuses ou ferreuses qui contiendraient un peu d'eau et à la longue auraient amené l'eau que nous avons sur Terre. Voilà, c'est une petite introduction pour vous dire que tout n'est pas connu sur l'eau sur Terre. Alors, je voudrais maintenant passer à quelque chose de plus opérationnel, qui est le bilan en eau de la planète. Je vous ai parlé des stocks, c'est-à-dire les grandes boules, les petites boules et les toutes petites boules, c'est combien d'eau on a en stock. Mais en fait, vous allez voir que nous vivons sur quelque chose qu'on appelle le cycle de l'eau, qui constitue un flux. Alors, ça, je vais aller vite parce que c'est un peu ancien. Les premiers à avoir réfléchi au cycle de l'eau, ce sont évidemment les philosophes grecs, il y a plus de 2000 ans. Et les philosophes grecs avaient dit, mais attendez, il y a deux choses à expliquer qui sont quand même complexes. Premièrement, les rivières coulent, vous voyez de l'eau qui coule sur le sol quand il pleut, elles arrivent dans des petits ruisseaux, elles arrivent dans la rivière, et tout le monde comprend que la pluie engendre l'afflux dans la rivière. Mais il ne pleut pas pendant 1 mois. Les rivières continuent à couler. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Les rivières coulent toujours. Ce n'est pas la pluie, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Première difficulté à expliquer. Deuxième, c'est ce petit schéma que je fais ici. Ça, c'est tous les fleuves qui se jettent dans l'océan. Donc vous voyez tous les jours les fleuves qui arrivent et qui se jettent dans l'océan. Comment se fait-il que le niveau de la mer ne monte pas? Faites l'expérience ce soir dans votre baignoire, vous ouvrez le robinet, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, normalement, avec tous ces fleuves qui se jettent sans cesse dans les océans, le niveau de la mer devrait monter. Donc, l'explication trouvée par les anciens, qui est extrêmement logique, c'est de dire, voilà, l'eau de mer s'infiltre dans le fond de la mer. Alors, si ma flèche voulait marquer, ce serait clair. Voilà, c'est cette flèche-là. Là, elle requiert de l'énergie, et d'ailleurs, elle se dessale, et elle remonte dans les sources. Donc les sources sont alimentées, quand il ne pleut pas, par la mer qui remonte dans la terre, qui arrive dans les sources. Et cette théorie a vécu jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. C'est tout récent qu'on a dit que ce n'est pas ça du tout, et que le cycle, vous devez avoir entendu parler, c'est ce qu'on appelle le cycle Per-Ascensom, qui est que l'eau s'évapore sur les océans, c'est pour ça que les océans n'ont pas un niveau qui monte, et elle retombe en pluie par les nuages. Alors je vais vous donner quelques chiffres sur cette machine hydrique qu'on appelle le cycle de l'eau. Alors je vous demande pardon, il y a un peu beaucoup de chiffres, mais on va regarder simplement les chiffres principaux. Le premier chiffre ici, c'est le total des pluies tombant sur tous les continents de la planète. 113 000 km3 par an. Alors, qu'est-ce que cette eau de pluie, pluie ou neige d'ailleurs, c'est toutes les précipitations. Qu'est-ce qui se passe? Le point le plus important, c'est que cette eau commence par rentrer à la surface du sol, se stocke sur le 1er mètre, par exemple, et puis est repris vers l'atmosphère par l'évaporation directe, le sol se sèche, et principalement par la transpiration des végétaux.
Les végétaux ont des racines dans le sol et sont capables d'extraire, par un phénomène osmotique, l'eau du sol, l'amener aux feuilles par la sève, et là, l'eau se transpire, c'est-à-dire s'évapore à l'intérieur des feuilles. C'est ça le terme dominant. Sur les 73 000 km3 par an de ce qu'on appelle l'évapotranspiration, eh bien, le terme essentiel, c'est la transpiration de l'eau par les végétaux. Et c'est ça qui maintient sur la planète toute la végétation que vous connaissez, qu'elle soit artificielle comme les cultures pluviales ou naturelle comme toutes les forêts ou comme toutes les prairies, etc. Donc vous voyez, le chiffre important à connaître sur le bilan en eau de la planète, c'est cette eau qui repart à l'atmosphère et qu'on appelle l'eau verte. Alors je vais vous donner 2, 3 ou 4 couleurs d'eau. Ceci est très important. Et malheureusement, c'est quelque chose qui a été défini il n'y a pas très longtemps, il y a, je dirais, une vingtaine d'années, et qui est peu enseigné encore dans les écoles et qui est absolument fondamental si on veut comprendre le problème de l'eau sur la planète. Alors, là, je vous ai donné le chiffre principal, l'eau verte, qui repart à l'atmosphère par transpiration des végétaux, et puis tout le reste, c'est ce qui s'écoule. Alors, tout ce qui s'écoule, ça représente à peu près 36 000 km3 par an. Donc, vous voyez que c'est la moitié à peu près de l'eau verte qui s'évapore. Celle-là, on l'appelle l'eau bleue. Alors, l'eau bleue, tout le monde la connaît sans savoir qu'elle s'appelle l'eau bleue. Parce que c'est celle qu'on voit, c'est celle qui coule dans les rivières, c'est celle qui coule dans les nappes, c'est celle qu'on peut pomper avec des pompes et qu'on peut utiliser pour tous les besoins humains. Et généralement, les hydrologues, et même les agronomes, s'intéressent essentiellement à cette eau bleue qu'ils voient et qu'ils peuvent utiliser, et pas du tout à cette eau verte sur laquelle ils ont en fait très peu de moyens d'action. Alors ces 36 000 se décomposent en 26 000 de débit de crue dans les rivières et 10 000 d'écoulements souterrains qui rejoignent soit les rivières, soit directement la mer. Alors, soit dit en passant, pourquoi les rivières coulent quand il ne pleut pas? C'est parce que de l'eau s'est stockée en profondeur dans des nappes aquifères, et qu'elle ressort lentement dans les sources et arrive dans les rivières. C'est pour ça que les rivières coulent, et ce que n'avaient pas compris les philosophes grecs. Alors, un chiffre à connaître, si vous avez vu tous ces grands chiffres, 73 000, 113 000, 36 000, celui-là je laisse tomber, c'est la fusion des icebergs, c'était pas très, très significatif. Eh bien, la consommation actuelle d'eau de tous les humains de la planète est de 2500 km3 par an. Donc vous voyez que, à l'échelle du globe, le cycle de l'eau amène sur la Terre des quantités très considérables d'eau, bien plus considérables que celles que nous consommons aujourd'hui. Donc on n'est pas dans une situation d'une planète comme Mars, par exemple, où il n'y a pratiquement plus d'eau et où on ne pourrait pas vivre parce qu'il n'y a pas d'eau. Là, il y a beaucoup d'eau sur cette planète. Cette eau tourne sans arrêt par le cycle de l'eau et elle alimente la vie sur Terre. Alors, donc quelques auteurs disent que sur toutes ces eaux bleues, c'est-à-dire 36 000, on pourrait peut-être, en faisant des travaux gigantesques, en récupérer 29. Donc vous voyez que 29 000, c'est 10 fois plus que notre consommation actuelle. Donc c'est une vision que je vous demande de conserver. Il y a beaucoup d'eau sur Terre, le cycle d'eau en amène beaucoup. Évidemment, elle n'est pas là où on en a besoin. Donc il y a un problème de répartition dans l'espace des précipitations, je vous en montrerai des cartes tout à l'heure, mais globalement, eh bien, il y a beaucoup d'eau que l'on peut utiliser. Alors, il faut que je vous définisse précisément ce qu'on appelle la consommation. Le prélèvement, c'est ce que vous faites quand vous allez mettre une pompe dans une rivière et que vous extrayez de l'eau pour l'utiliser, pour faire ce que vous voulez. Si par exemple, je prends de l'eau et que je l'amène dans un service d'adduction d'eau potable pour les populations, j'ouvre mon robinet, je me lave les mains. Bon, l'eau mouille, puis elle repart à l'égout, elle repart à l'évier, puis elle part à l'égout, et puis elle retourne à la rivière, en fait. L'eau n'est pas consommée. Elle est peut-être un peu polluée, il faut donc la traiter et la purifier, mais elle n'a pas disparu. Alors que la consommation, ça c'est le prélèvement, la consommation, c'est la fraction du prélèvement qui ne retourne pas dans notre environnement continental et ne peut donc pas être réutilisée, elle retourne à l'atmosphère. Ici, à Uzès, je ne peux pas vous dire assez précisément comment ça se passe, mais à Paris, par exemple, nous, on consomme beaucoup d'eau de la Seine. Mais l'eau de la Seine, elle a été consommée avant nous par les gens de Troyes, les gens de Fontainebleau, les gens de Melun, etc. Ils utilisent de l'eau, ils se lavent les mains avec ou ils font autre chose, puis ils rejettent à l'égout, plus ou moins traité, ça retourne à la Seine, nous à Paris on le boit. Donc vous voyez que l'eau tourne sans arrêt, et quelqu'un a calculé que sur la Tamise, si on fait la somme des prélèvements de toutes les villes qui bordent la Tamise,
on arrive à 80 fois le débit de la Tamise. C'est-à-dire que vous voyez, on ne fait que plus de 80 utilisations de la même goutte d'eau le long de son parcours dans une rivière. Donc il faut bien comprendre cette différence entre prélèvement, on prend, mais on rejette, et consommation, ça ne retourne pas à la rivière parce que ça s'évapore. Alors, je vous parle de l'empreinte eau rapidement, c'est un terme nouveau. Je vous ai déjà donné les définitions de l'eau verte, donc je ne reviens pas là-dessus. L'eau bleue, je ne reviens pas là-dessus. Là, j'ai quelques chiffres qui donnent les ordres de grandeur de la consommation mondiale. Vous voyez que le terme essentiel, c'est l'eau verte. Et le Hollandais qui s'appelle Hoekstra, qui a défini l'histoire de couleur de l'eau, il a défini une couleur qu'on appelle l'eau grise. Et je vous en parlerai dans un instant, vous en verrez quelques exemples. L'eau grise, c'est une notion qui n'est pas encore bien stabilisée, qui n'est pas encore totalement satisfaisante, mais qui est pour essayer de dire que on peut, entre guillemets, consommer de l'eau en la polluant. Autrement dit, si vous prenez de l'eau propre dans une rivière, et puis vous la polluez et vous la rejetez dans la rivière, si elle est très sale, ça va empêcher les gens en aval de pouvoir l'utiliser. Donc polluer l'eau revient en quelque sorte à la rendre inutilisable pour ceux qui sont en aval, et Hoekstra a dit on va l'appeler de l'eau grise et on considère ça comme une consommation. Alors sa définition de l'eau grise, n'est pas très opérationnelle à mon avis, puisqu'elle dit c'est le volume d'eau douce qu'il faudrait utiliser pour diluer les polluants dans des proportions suffisantes pour que la qualité de l'eau que l'on rejette corresponde aux normes en vigueur. C'est idiot, on ne va jamais prendre de l'eau propre pour diluer un rejet pollué et calculer la quantité d'eau qu'il faudrait pour faire ça. Enfin, c'est une façon de mesurer cette notion qui est très importante quand même, comment on abîme la qualité de l'eau en utilisant des produits qui sont éventuellement nocifs. L'eau virtuelle, je vous la montrerai sur un exemple. Alors, je vous ai parlé des stocks, j'espère vous avoir fait peur avec les petites boules. Je vous ai parlé des flux, je vous ai montré qu'ils sont importants. Mais alors, on vit sur quoi? Sur les stocks ou sur les flux? Alors là, malheureusement, chaque fois que vous avez un journaliste qui fait un article sur l'eau, il confond flux et stock, et il vous dit les stocks sont très petits, on va manquer d'eau. Alors que ça n'a rien à voir. Les stocks, c'est quelque chose en fait qui tourne, puisque ça rapporte, mais ils ne sont pas consommés. À quelques exceptions près. Le stock d'eau total est constant sur Terre. Pourquoi? Parce que dans la haute atmosphère, la molécule d'eau est décomposée par la radiation solaire et se décompose en hydrogène et en oxygène. L'oxygène est lourd et grossissant sur Terre, l'hydrogène peut petit à petit s'évaporer dans l'espace. Alors ça nous concerne à peine, c'est-à-dire depuis 4 milliards d'années que ce mécanisme existe, eh bien nous avons perdu 3 pour 1000 de l'eau que nous avons, c'est-à-dire rien. En revanche, pourquoi il n'y a pas d'eau sur Mars? C'est à cause de ça. C'est que l'atmosphère de Mars est beaucoup plus ténue, l'effet de la radiation solaire sur l'eau est beaucoup plus intense, et l'eau de Mars, qui était abondante il y a quelques milliards d'années, a disparu par ce mécanisme de perte qui ne nous concerne pas. Enfin, très peu. Alors, nous vivons un tout petit peu sur les stocks, et je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est important. Ces stocks, c'est lesquels? C'est les aquifères et les glaciers. Alors, voilà les aquifères, et j'ai mis sur cette image, avec des ovales, des ellipses bleues, j'ai mis les grands aquifères du monde dans lesquels les agriculteurs extraient plus d'eau que l'aquifère n'en reçoit par la pluie. Donc effectivement, on est en train de vider un bassin, si vous voulez. On vide une baignoire et petit à petit, un jour à l'autre, on n'aura plus d'eau. Alors vous voyez que l'Europe n'est pas concernée. Les seuls endroits, et les endroits les plus inquiétants au point de vue vidage de stock dans les aquifères, c'est la Chine, l'Inde, les USA, de façon surprenante, dans un grand aquifère qui s'appelle l'Ogallala, qui va du Texas jusqu'au Canada et qui est en train d'être vidé, un peu le Mexique, un peu le pays d'Amérique du Sud, un tout petit peu l'Afrique du Nord ici, enfin le Sahara. Alors, quelques chiffres, je ne vous demande pas de les regarder tous. J'ai ici l'ordre de grandeur des plus grands États, pays qui surexploitent leur aquifère. Et vous voyez que le premier, comme je l'ai dit, c'est l'Inde. Je vous ai dit la Chine, vous voyez, j'ai fait une erreur. C'est l'Inde, ensuite les États-Unis, ensuite la Chine, ensuite le Pakistan, ensuite l'Iran, etc. Voilà la valeur des surpompages annuels dans ces pays-là. Et si on fait la somme de tous ces débits-là et qu'on le compare à la consommation totale de l'irrigation, on voit quand même que 10% de l'eau que nous consommons aujourd'hui provient de stocks. Donc le cycle de l'eau, ça va très bien chez nous, où il pleut beaucoup,
Mais vous avez des pays comme la Chine, l'Inde, etc., je ne les liste pas, dans lesquels on est en train de vider les aquifères, et 10% de la consommation, c'est quand même beaucoup. Et ça, on peut continuer 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais un jour, ça s'arrêtera. Alors les Chinois sont les premiers à l'avoir réalisé, et ils vont construire, pour alimenter en eau les villes du nord de la Chine, c'est-à-dire à côté, dans la région de Pékin, par ici, eh bien, ils vont construire un canal de 1000 km, ou même 2 canaux de 1000 km, pour prendre l'eau du fleuve Yangtze et l'amener jusqu'à Pékin. Donc vous voyez, quand on vit sur des stocks, il faut bien savoir qu'un jour ou l'autre, on devra aller chercher de l'eau qui vient d'un flux, et les Chinois sont pour l'instant les seuls à avoir pris le problème en main. Alors, deuxième source d'eau de stock, ce n'est pas véritablement un prélèvement, mais c'est un prélèvement, disons, qui se fait tout seul. Vous avez sur toutes ces hautes montagnes, je prends les Alpes ici, je prends l'Himalaya là, je prends les cordillères des Andes en Amérique du Sud, ou la cordillère rocheuse en Amérique du Nord, et j'aurais dû mettre les plateaux éthiopiens, vous avez des hautes montagnes dans lesquelles de l'eau est stockée sous forme de glace. Dans les glaciers alpins, les glaciers himalayens, bien sûr, vous connaissez ça. Aujourd'hui, ces glaciers fondent. Ils ne fondent pas parce qu'on essaye de les utiliser, ils fondent parce que le climat se réchauffe. Donc ces glaciers fondent naturellement, et donc nous qui utilisons l'eau à l'aval du glacier, eh bien, nous consommons un stock d'eau douce qui est le stock contenu dans les glaciers. Alors, où est-ce que c'est préoccupant? Alors, pour nous, dans la France de l'Est, du Sud-Est, eh bien, nous vivons sur le glacier des Alpes qui est en train de fondre. Donc, petit à petit, si la fusion des glaces cesse d'augmenter, eh bien, nous aurons probablement un peu moins d'eau dans le Rhône. Enfin, pour l'instant, c'est encore pas très mal connu. Mais le problème le plus important, c'est en Amérique du Sud, parce que les glaciers de la cordillère des Andes sont très petits. Et il a été établi par des collègues qui travaillent à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, que dans 30 ans, tous les glaciers andins auront fondu. Il n'y aura plus une seule goutte de glace qui conserve sur plusieurs années dans les glaciers. Or, la ville de La Paz, par exemple, en Bolivie, vit actuellement avec pas mal d'eau qui vient de la fonte de ces glaciers andins. Donc, dans 10, 20 ou 30 ans, la Bolivie va se devoir trouver une méthode pour alimenter la ville de La Paz avec de l'eau qui viendra d'ailleurs. Mais d'où, pour l'instant, on n'en sait rien. Alors, voilà une petite estimation de la quantité consommée sur stock et la quantité consommée d'eau renouvelable à partir du cycle de l'eau. Vous voyez, c'est pas énorme, mais donc 7%, c'est des chiffres très approximatifs. Alors, cette question, l'eau est-elle disponible pour l'homme? Je voudrais m'y arrêter un instant. C'est une question, si vous voulez, que généralement on néglige. Nous ne sommes pas seuls sur la planète. Il y a des animaux comme celui-là, qui est très sympathique. Et lui, il est très heureux aujourd'hui. Il est dans le delta de l'Okavango, qui est un fleuve qui vient de la zone tropicale dans l'hémisphère sud, qui traverse la Namibie et qui se jette dans une espèce de grand désert qui s'appelle au Botswana, le delta de l'Okavango, et l'eau se répand partout. C'est un peu comme le delta intérieur du Niger, pour ceux qui connaissent, où il y a énormément d'eau quand ce fleuve... Alors lui, il est très heureux. Il a toute l'eau qu'il veut, il a les herbes pour manger, tout va bien. Mais il devrait se faire du souci. Il devrait se faire du souci. Les Namibiens ont une population qui augmente, comme tous les pays d'Afrique en particulier. Il faut qu'ils les nourrissent, leurs gens. Donc, ils vont décider qu'ils vont faire des barrages et qu'ils vont faire de l'irrigation pour produire la nourriture dont ils ont besoin pour manger. Donc, ils vont prendre où l'eau? Dans l'Okavango. La Namibie est très riche en métaux. Ils ont des mines métalliques importantes. Pour faire fonctionner une mine, il faut beaucoup d'eau pour laver les métaux, etc. Où est-ce qu'ils vont prendre l'eau? Dans l'Okavango. Et puis, comme les Namibiens sont entreprenants, ils ont dit, vous, les Européens, là, vous aimez bien jouer au golf, non? Vous ne voulez pas jouer au golf? On va vous construire des golfs chez nous. Et puis, vous pourrez venir jouer au golf chez nous. Donc, où est-ce qu'on va prendre l'eau? Dans l'Okavango. Alors, mon ami, l'éléphant, dans 20 ans, dans 30 ans, je donne pas cher de sa peau. Toute l'eau aura été prise par l'homme. Vous voyez, donc, les gens qui sont en Namibie, ils n'ont pas conscience. Ils se disent, cette eau, le coup, on va la prendre. Donc, il faut bien avoir dans l'esprit que la nature utilise toutes les ressources en eau, en sol, en ce que vous voulez, toujours au maximum. Dès qu'il y a une ressource, il y a un écosystème qui va se développer, des animaux particuliers qui vont s'adapter, des arbres, des plantes, etc. Et toute l'eau est utilisée. Donc, il faut bien être conscient que quand nous augmentons nos prélèvements en eau, quelle qu'elle soit, nous la prenons toujours à quelqu'un.
De quelqu'un, ça peut être lui, ou ça peut être un film qu'on ne voit pas tellement ils sont petits, mais il n'y a pas d'eau gratuite sur Terre. L'eau est utilisée par la planète, par les écosystèmes qui se sont développés sur la planète, par les animaux qui y vivent, et elle est utilisée en totalité, et si nous en prenons, nous la prenons toujours à quelqu'un. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, mais il ne faut pas rêver. Si nous prenons plus d'eau, nous l'enlevons à quelqu'un et nous diminuons la biodiversité dans notre planète. Alors, répartition des précipitations sur Terre, vous le connaissez, on voit bien sur cette image, c'est pas chiffré, mais ça fait rien. La zone sèche, c'est la zone dans l'hémisphère nord qui recouvre à peu près le Sahara, l'Afrique du Nord, l'Arabie et les déserts chinois du Taklamakan et du Gobi, mais qu'on retrouve aussi un petit peu au Mexique et au Nouveau-Mexique aux États-Unis. La même ceinture désertique se retrouve un peu dans l'hémisphère sud. Vous l'avez ici l'Australie, vous avez ici la Namibie dont je parlais, et puis dans ces pays-là. Donc voilà. La bêtise de l'humanité, c'est qu'elle s'est développée sur la planète sans prendre en compte la disponibilité d'eau. 20% de l'humanité se concentre dans les zones stépiques et arides où elle ne dispose que de 2% des ressources en eau. Vous voyez, donc il y a un problème, je dirais, de base, que je vais examiner encore plus en avant tout à l'heure, c'est que nous n'avons pas réparti la population, enfin nous n'avons pas, elle ne s'est pas répartie toute seule, les personnes n'ont dit, toi tu vas habiter là, toi tu vas habiter là, ça s'est fait tout seul, mais petit à petit, nous avons une répartition actuelle de l'humanité dans des zones sèches dans lesquelles évidemment il manque d'eau, bien évidemment, et vous allez voir ce que ça va donner quand on parlera de la Tunisie. Alors en montagne il pleut plus, c'est ce que je vous ai déjà dit. En gros, les précipitations doublent tous les 2000 mètres, si bien que les châteaux d'eau de la planète sont les grandes montagnes dont je vous ai déjà parlé. Je vais passer sur la variabilité et on va passer un tout petit peu sur le changement climatique. La variabilité, je passe, mais enfin quand même, vous savez très bien que les pluies varient d'une année sur l'autre. Il y a des plus sèches, plus humides, etc. Donc l'hydrologie, c'est une science qu'on ne peut pas traiter de façon moyenne. Parce que quand il y a beaucoup d'eau, tout le monde est content, c'est quand il n'y en a pas que ça ne va pas. Donc il faut regarder les extrêmes, c'est-à-dire les sécheresses ou les crues. C'est ça les problèmes de l'hydrologie. Alors voilà une schématisation des influences hydrologiques, je ne parle que d'hydrologie, je ne parle pas vraiment de la température, du changement climatique. Alors vous avez ici, je vais vous expliquer un peu ce qu'on voit sur ce graphique, vous avez ici le pôle nord, ici l'équateur, ici le pôle sud. Alors on ne regarde que le trait en noir épais qui est là. Et ça, c'est le nombre de millimètres de pluie par jour pour les mois de décembre à janvier et février, moyennés sur tout le tour de la Terre. Donc c'est quelque chose de très moyen, mais vous reconnaissez là ce que vous avez déjà vu probablement, c'est que dans les pôles, vous avez ce qu'on appelle les déserts froids, il pleut très peu. Ici, c'est là où on est, dans la zone tempérée, il pleut pas mal. Il pleut à peu près 700, 800 mm jusqu'à 1000 mm par an. Ensuite, on arrive dans la ceinture désertique, c'est celle qu'on a déjà vue sur la figure, le Sahara, etc., puis le Sahel. Et puis, ici, on arrive dans la zone tropicale et équatoriale où il pleut au moins 2 ou 3 fois plus qu'ici. Donc voilà la répartition normale des pluies sur la planète. On n'a pas une planète avec les mêmes pluies partout. Alors, le changement climatique, ça fait ça. Autant la courbe noire est une courbe réelle, c'est-à-dire une courbe mesurée de l'intensité des précipitations, autant cette courbe rouge, c'est moi qui l'ai dessinée. Et c'est simplement la dessinant en écoutant ce que disent les climatologues, qui ont un langage un peu compliqué, qu'il est difficile de comprendre. Alors j'ai simplifié, et qu'est-ce qui va se passer? Il va pleuvoir plus. Pourquoi? Parce qu'il fait plus chaud, l'eau s'évapore davantage, parce que quand il fait plus chaud, l'eau s'évapore davantage, donc le cycle de l'eau va s'accélérer. Alors vous voyez que dans la zone équatoriale et tropicale, tout va bien, c'est un schéma, il devrait pleuvoir un peu plus qu'actuellement. Pourquoi la flèche m'a disparu des mains, enfin peu importe. Donc vous voyez au milieu, dans le climat futur, c'est plus important dans la zone tropicale équatoriale. Et vous voyez que les ceintures désertiques, aussi bien sur l'hémisphère nord que sur l'hémisphère sud, les ceintures désertiques se déplacent vers les pôles. Donc vous voyez le Sahara qui était là, maintenant il va venir ici. Et puis de même pour la partie hémisphère sud. Alors c'est un schéma, ça ne va pas être aussi simple que ça. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ces deux courbes se croisent ici. Vous voyez, donc à l'endroit où est ma flèche, il pleuvra autant après changement climatique qu'aujourd'hui. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Où est ce point? C'est la ville de Lyon. C'est la ville de Lyon.
Donc, au sud de Lyon, il pleut moins, au nord de Lyon, il pleut plus. Mais les climatologues, qui sont parfois des farceurs, ils disent « oui, bon, c'est Lyon, mais plus ou moins 1000 km ». Ça veut dire qu'on n'en sait rien. Ça veut dire que si vous habitez à Stockholm, par là, vous êtes sûr qu'il pleuvra plus. Si vous habitez à Alger, qui est par là, vous êtes sûr qu'il pleuvra moins. Mais nous, Français, nous avons la chance, ou la malchance, de nous trouver à l'endroit où on en sait le moins, parce qu'on est dans la zone d'incertitude maximum. Alors, il peut se faire que toute la France soit plus sèche, ou il peut se faire que toute la France soit plus humide. Et pour l'instant, les climatologues ne savent pas. Ils disent, il y a un modèle qui dit ci, l'autre qui dit ça. Alors, tous ces petits traits que je ne vous ai pas expliqués, tous ces petits traits ici derrière, c'est les résultats des modèles du GIEC, auxquels on a demandé non pas de prévoir le climat de demain, mais de nous dire quelle est la répartition actuelle des pluies. Et on leur dit, écoute, si tu sais bien travailler, toi, modèle, eh ben, tu devrais nous montrer quelque chose qui ressemble à la courbe noire. Et vous voyez qu'ils en sont très loin. Donc les modèles du GIEC, qui sont très bien, on peut faire le reproche de mal travailler, mais c'est tellement compliqué qu'ils ne sont pas capables de reproduire les précipitations d'aujourd'hui. Alors, quand on leur demande de donner les précipitations de demain, il faut avoir, la confiance du pendu pour croire aux prévisions. Alors, voilà des cartes, je passe. Conséquences hydriques des changements climatiques. On va perdre 110 millions d'hectares cultivables dans la zone méditerranéenne, c'est-à-dire la zone dans laquelle le Sahara remonte un peu. Et on va gagner 160 millions d'hectares dans le Grand Nord par réchauffement, puisqu'on va pouvoir se mettre à cultiver la taïga, qui va petit à petit se dégeler, et donc au lieu d'avoir des mélèzes et des choses comme ça, on pourra peut-être faire de l'agriculture. Donc globalement, ce n'est pas nécessairement une perte énorme en terres cultivables. Évidemment, il fera plus sec, il faudra changer le type de culture. Fusion des glaciers, élévation du niveau de la mer, tout ça vous l'avez entendu, on n'a parlé que de ça pendant le GIEC. Alors je vais maintenant passer, ça c'est un peu une image des ressources, je vais passer aux besoins. Et je parlerai d'abord de la Tunisie, et puis ensuite je parlerai de la France. Alors la Tunisie, vous connaissez bien ce pays qui est un pays ami sur lequel j'ai personnellement travaillé 1 an en Tunisie, donc j'ai énormément d'amis et de collègues là-bas, et on a beaucoup travaillé sur leurs ressources en eau et leur utilisation des ressources en eau. C'est un pays adorable, gentil et sympathique à habiter, sauf quand ils se mettent à faire la guerre avec Daesh. Alors, la surface de la Tunisie, c'est 164 000 km², il y a 5 millions d'hectares de terres cultivables, dont 10% à peu près étaient irrigables, et en 2004, ils étaient 10 millions d'habitants, il pleut 220 mm par an. 220 mm par an, ici il doit pleuvoir à peu près 600, 700, 800 suivant les années, donc c'est quand même 4 fois moins qu'ici. Mais c'est une mauvaise représentation parce que c'est la moyenne. Ici, dans la Tunisie du Nord, il pleut environ 500-600, et ici, dans le plein désert, il pleut pas du tout. Donc 220, c'est 0 plus 500-600 divisé par 2. Alors, quel est le bilan en eau de la Tunisie avec la même représentation que tout à l'heure? Donc voilà la Tunisie. Les pluies, c'est 36 km³ par an. L'eau verte, c'est 31, donc vous voyez que l'essentiel de l'eau repart tout de suite à l'atmosphère, dont 12 sur les terres cultivées. Donc ça, c'est l'eau utilisée par les cultures pluviales. Les écoulements totaux, c'est 5 km³, dont 2,7 de ruissellement dans les rivières quand il pleut et 2,3 d'écoulement souterrain. Voilà à peu près le bilan de la Tunisie. Alors, nous allons maintenant, compte tenu de la connaissance de ces chiffres, regarder la consommation en eau de la Tunisie. Alors, vous avez ici un tableau que nous allons remplir ensemble avec différentes natures de consommation, et vous voyez que la première ligne, c'est la demande en eau pour la production alimentaire. Alors, pour remplir cette première ligne, il nous faut une estimation de la quantité d'eau nécessaire pour produire les aliments que nous mangeons tous les jours. Alors, vous avez ici un tableau qu'on va en voir quelques exemples. Je prends par exemple le blé. Je vois ici 1000. Ça veut dire qu'il faut 1000 litres d'eau pour faire pousser 1 kilo de blé. Alors, ce n'est pas la quantité d'eau contenue dans le blé quand il est récolté, ça n'a rien à voir. Si j'avais ici, par exemple, un peu de terre, je sème du blé, je l'arrose tous les jours et je l'illumine avec une lampe qui reproduit la lumière du soleil. Bien. Bon, le blé va pousser, etc. Tous les jours, j'ajoute un peu d'eau, et à la fin de l'année,
je regarde combien d'eau j'ai ajouté et combien de blé j'ai produit. Et si je divise l'un des chiffres par l'autre, il me faut 1000 litres d'eau. C'est beaucoup, 1000 litres d'eau. Pour produire un seul kilo de blé. Alors, vous avez d'autres produits. L'huile, c'est plus, 5000. Le riz, on s'en doutait, c'est plus, parce que l'eau va aussi s'évaporer sur la rizière, donc c'est plus. Le maïs, qu'on n'aime pas beaucoup, eh ben, il est mieux que le blé. Le maïs, c'est une plante plus efficace pour la consommation de l'eau que le blé. Et puis là, vous avez une plante que tout le monde adore, et qui est vraiment la solution à tous nos problèmes d'eau, c'est les pommes de terre. Si vous voulez sauver la terre de son problème de l'eau, mangez des patates. Les patates, c'est d'abord excellent, c'est riche en protéines, et il faut très peu d'eau pour faire une patate. Il faut presque 10 fois moins d'eau pour produire 1 kilo de patates que pour produire 1 kilo de blé. Ces chiffres, bon, ils ne sont pas précis. Donc voilà, vous avez déjà une première recommandation si vous voulez sauver l'eau sur la planète, c'est de manger des patates, pas des frites, parce que les frites, il vous faut de l'huile et puis c'est pas bon pour la santé. Mais des patates bouillies à l'eau, c'est très bien. Alors là, c'est les produits végétaux. Je passe ici une colonne qui est un petit peu plus inquiétante, c'est les produits animaux. Et je vois que pour consommer un steak de 1 kg, il me faut 13 000 litres d'eau. 13 fois plus que pour le blé. Vous voyez, c'est énorme. Pourquoi? Parce que le bœuf, aujourd'hui en France, comment on le nourrit? Avec du maïs. On fait pousser du maïs. Pour faire 1 kg de maïs, il faut dépenser 700 litres d'eau. Vous donnez 1 kg de maïs à un bœuf, même s'il est très gentil, il ne va pas produire 1 kg de viande, il va produire 50 grammes de viande. Donc il faut multiplier à peu près par un facteur de 3 ou 4 ou 5 la quantité d'eau que vous donnez à la plante pour passer au bœuf, d'accord? Alors, j'aurais dû le mettre, mais si j'étais méchant, j'aurais mis ici une colonne tigre. Si vous mangez du tigre, le tigre, qu'est-ce qu'il mange, lui? Du bœuf. Donc vous donnez 1 kg de bœuf à un tigre, combien il va faire de viande de tigre? 3 fois rien. Donc heureusement, j'espère que vous n'êtes pas tous les jours en train de consommer de la viande de tigre. Il paraît que c'est très bon, mais enfin, surtout, ne vous mettez pas à en consommer. Donc vous voyez, cette augmentation de la consommation d'eau entre les végétaux et les animaux fait qu'on consomme beaucoup d'eau pour nous nourrir et que l'essentiel de cette consommation provient en particulier de la consommation de produits animaux. La volaille, les moutons, les œufs, etc., c'est moins. Le bœuf est un peu... Il est mal vu, le bœuf, aujourd'hui. Il est mal vu parce que, d'une part, il fait de la fermentation et il produit du méthane qui va dans l'atmosphère, donc il contribue au gaz à effet de serre, et puis il a besoin de quantités d'eau, mais énormes, bon. Donc, peut-être... Alors, chaque fois, j'ai fait une conférence un peu comme ça, j'ai eu le tort de le faire à la radio. Et j'ai eu des coups de téléphone d'éleveurs de bœufs qui étaient furieux. Ils ont raison, ils défendent leur métier, si vous voulez, mais bon. Alors, on pourrait discuter, parce que si c'est un bœuf qui mange de l'herbe sur le charolais, bon, peut-être que c'est pas aussi mal que ça. Mais si vous voulez, le bœuf d'embouche qui est nourri au grain, il ne faut surtout pas manger ça. Alors, maintenant, je connais la quantité d'eau nécessaire pour fabriquer la nourriture. Alors, je sais ce que mange un Tunisien, il ne mange pas beaucoup de bœuf, il mange du mouton, il mange du couscous, il mange quelques agrumes, quelques légumes, etc. Donc, je peux faire le calcul. Alors, voilà la première ligne en jaune, là, ici, 1450 mètres cubes par an, c'est la quantité d'eau qui est nécessaire pour produire la nourriture de base d'un Tunisien moyen. 1450 mètres cubes, ça ne tient pas dans cette pièce. Ici, il doit y avoir, allez, vue de nez, 600 mètres cubes. Donc, vous voyez, c'est énorme, la quantité d'eau par personne. Pour nourrir quelqu'un, 1450 mètres cubes. Il ne faut pas blâmer les Tunisiens. Nous, Français, on est à 1700 mètres cubes par habitant. Alors, comparé à ce chiffre de consommation d'eau pour l'alimentation, vous avez ici la demande directe d'alimentation en eau potable et même de l'industrie. La Tunisie n'est pas très industrialisée, mais enfin, peu importe. 55. Donc vous voyez, l'eau pour le robinet, l'eau pour la boisson, l'eau pour l'industrie, c'est rien du tout. Donc le problème de l'eau, c'est le problème de la nourriture. 90 à 95% de l'eau dont nous avons besoin pour vivre, c'est pour nous nourrir. Et le reste, c'est, comment on dirait dire en anglais, peanut. C'est rien du tout. 5%, quelque chose comme ça. Ayez bien ça à l'esprit. Alors, on va en parler un petit si on a le temps.
qu'il y a des problèmes d'alimentation en eau de qualité pour les populations défavorisées, par exemple en Afrique, qui ont besoin d'eau pour boire de qualité. Mais ce n'est pas un problème de volume, c'est un problème de qualité. Alors, si on multiplie ce chiffre-là plus ce chiffre-là par le nombre d'habitants de la Tunisie, 10 millions, on arrive en gros qu'il leur faut 15 km3 d'eau par an. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur? C'est ça? Non, mais vous me faites peur, vous comprenez, vous faites des... Bon, alors, donc on a besoin de 15 km3 par an, et on a de l'eau bleue, on en a pour 2 km3, de l'eau verte, on en a pour 8 km3. Donc on a pour 10. Donc la Tunisie, aujourd'hui, vit au-dessus de ses moyens. Ils ont 8 plus 2, 10 km3 d'eau disponibles chez eux, et ils mangent pour 15. Alors comment ils font? Eh bien, c'est là qu'on définit ce qu'on appelle l'eau virtuelle. L'eau virtuelle, c'est quand on fait venir d'un pays voisin ou d'un pays même lointain des denrées, qu'elles soient alimentaires ou même des voitures, et que pour produire ces denrées, le pays qui les exporte a utilisé de l'eau. Donc en fait, on achète avec les produits que l'on consomme de l'eau qui vient d'un pays étranger, d'un pays différent. Alors vous voyez que la Tunisie est actuellement à 31% de dépendance, c'est-à-dire qu'elle importe du blé et de l'orge, et elle vit, si vous voulez, à 31% au-dessus de ses moyens. Comment elle fait? Parce qu'elle a à acheter ces produits, mais elle a aussi des choses à vendre. Elle a du phosphate, elle a des agrumes, elle a un petit peu d'huile d'olive, etc. Ça, c'est pris en compte. Et elle a du tourisme. Et grâce à ça, elle arrive à équilibrer financièrement son bilan en important cette eau. Alors, si on parle en 2025, ils seront 12 millions, ils mangeront comme nous, 1700. Résultat des courses, ils seront à peu près 50% de dépendance. C'est pas pire. La Jordanie, aujourd'hui, est à 70% de dépendance pour se nourrir d'eau importée venant de pays différents. Alors, voilà peut-être le point qui, pour moi, est le plus important. C'est historiquement, en 1980 à peu près, le bilan en eau de la Tunisie, avec la moitié moins d'habitants, 6,4 millions d'habitants, et une consommation de nourriture qui était moins riche, 1150 au lieu de 1450. Et, soit dit en passant, en 1960, la Tunisie consommait 600 mètres cubes d'eau par an pour se nourrir. Donc vous voyez qu'entre 1960 et 1980, en 20 ans, ils ont pratiquement doublé la richesse de leur alimentation, probablement en consommant plus de viande, c'est ça le problème. Tu me regardes avec un air méchant, ça veut dire que j'arrive au bout de mon... Ça va? Bon. Donc vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Ils sont passés de 6,4 à 10 millions et ils se sont mis à manger beaucoup plus, ou beaucoup plus riches. Donc d'une façon ou d'une autre, sans s'en rendre compte et sans même le vouloir, la Tunisie a crevé les plafonds. Elle est arrivée dans un état où elle n'est plus capable de se nourrir elle-même et est obligée de faire venir de la nourriture. Donc vous voyez, le problème de l'eau est un problème qui peut tout à coup devenir dramatique sans qu'on ait fait attention à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est les gens ont mangé plus correctement et ils ont considéré qu'il pouvait y avoir 3, 4, 5, 8 enfants et puis aujourd'hui, ils ne sont plus là. Alors les Tunisiens vivent actuellement sous perfusion par le Qatar ou l'Arabie Saoudite pour leur donner de l'argent pour acheter leur nourriture, puisque le tourisme est pratiquement arrêté à cause de Daesh. L'exploitation de phosphate avait été arrêtée parce qu'il y avait des problèmes politiques. Donc, si vous voulez, ils sont dans une situation extrêmement fragile. S'ils n'ont pas moyen de se nourrir chez eux avec l'eau qu'ils ont, eh bien, ils dépendent, s'ils ont de l'argent, ils peuvent dépendre. Si vous voulez, les Algériens ont de l'argent, donc eux, ils achètent, il n'y a pas de problème. Mais les Tunisiens n'ont pas de ressources pétrolières. Donc vous voyez que la situation dans laquelle ils se sont mis eux-mêmes, ils ont mangé plus et ils ont fait plus d'enfants. Et avec ça, maintenant, ils sont dans une situation qui n'est pas enviable. Alors, voilà une carte intéressante. Il faudra peut-être que tu me donnes une minute de répit parce que je n'ai pas tout à fait fini. Voilà, c'est bon? Voilà le stress hydrique, c'est-à-dire une carte qui a été faite par un institut qui se situe ici, au Sri Lanka, et qui s'appelle l'Institut international de gestion des eaux. Et vous avez ici une carte de zone bleue où, en gros, il y a toute l'eau qu'on veut. Donc, il n'y a pas de problème. Nous, on y est. Il n'y a pas de problème d'eau en France, il n'y en a pas en Europe. Enfin, on peut en chercher, mais disons que ce n'est pas dramatique. Vous avez en rouge la zone sèche que je vous ai déjà décrite.
Donc bien sûr, là, il n'y a pas d'eau, il n'y en a pas assez, etc. Il y a trop de gens qui habitent là par rapport à la D7. Mais, par le mécanisme que je vous ai expliqué, les Tunisiens vivent et mangent à leur faim. Il n'y a pas de famine, il n'y a pas de gens qui crèvent de faim à Tunis, à Alger, au Maroc, en Arabie Saoudite en particulier. En Jordanie, ils sont à 70% de dépendance, mais ils vivent bien. Où est-ce qu'on vit mal? On vit mal dans cette zone orange, c'est-à-dire ça. La zone rose ici, c'est une rose dans laquelle, dans très peu de temps, on va passer au rouge. Donc ça, c'est les zones sèches, on n'a pas de problème. Ici, rappelez-vous ce que je vous ai montré, ça c'est l'Afrique tropicale équatoriale. C'est là où il pleut le plus au monde. On est à 2 mètres d'eau par an. Et bien c'est là que vous avez 1 milliard d'Africains, et quelques Asiatiques aussi, qui sont mal nourris et qui ont des déficiences alimentaires, qui n'arrivent pas à se développer. Donc les gens qui crèvent de faim, ils ne sont pas dans la zone rouge. Mettez-vous bien ça dans la tête, la zone rouge, ce n'est pas là où on meurt de faim. C'est dans la zone la plus arrosée de la planète. C'est absurde, c'est absurde. Alors, ces gens-là ont appelé cette zone-là déficit économique en eau. Pourquoi ils crèvent de faim? Parce que les aménagements n'ont pas été construits pour faire des périmètres irrigués, pour construire des barrages, pour stocker l'eau, pour distribuer et pour mettre en valeur les terres. Donc vous voyez que la faim dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans la zone rouge, c'est-à-dire la zone aride, c'est dans la zone non développée. C'est un problème de sous-développement et ce n'est pas un problème d'eau. C'est surprenant, hein, dans la zone la plus pluvieuse au monde, on n'a pas assez de quoi manger. Alors la carte de consommation, alimentation en eau, je vous ai déjà donné la Tunisie qui est environ à 1450. Regardez la Chine. La Chine, c'est quand même un paquet de monde. Il y a plusieurs milliards, il y a 1 milliard et quelques, 1,2 milliard de Chinois. Ils sont à 600. Ils sont à 800. Ils étaient à l'État. Ils se nourrissent aujourd'hui comme se nourrissaient les Tunisiens il y a 20 ans. Donc le jour où vont se mettre à manger les Chinois, en particulier de la viande, comment on fait? Voilà le problème. Alors, bilan en eau de la France. Et je m'arrêterai après cette quantité-là sur les ordres de questions. Alors, c'est toujours le même petit schéma. Combien reste? Oui, mais si tu me donnes du temps, je vais être bavard et je vais raconter des histoires. Voilà, le bilan en eau de la France. Vous reconnaissez toujours ce même petit schéma avec l'eau verte. Donc, la pluie, c'est 480 km3 par an. L'eau verte, c'est 300, donc oui, c'est toujours à peu près les 2 tiers. L'eau bleue, c'est environ 175, avec les crues et les aliments souterrains. Alors, voilà à quoi nous utilisons. On ne manque pas d'eau, on manque pas d'eau, vous le savez bien. Voilà comment nous utilisons notre eau pour produire. Je vais vous présenter 2 diagrammes, la production et la consommation. La production, c'est tout ce que nous fabriquons en France, que ce soit de la nourriture, que ce soit des voitures, que ce soit des Airbus, tout ça, on prend tout. Et on arrive au chiffre que nous consommons 90 km3 par an. Je vous rappelle les chiffres de tout à l'heure, on a 175 d'eau bleue et 300 d'eau verte. Donc avec 900 de consommation, on a tout ce qu'on veut, on n'est pas vraiment en situation de déficit. Alors l'essentiel de la consommation, c'est pour l'agriculture, et les quantités de matériaux que nous exportons, c'est 34 km3. Donc vous voyez, la France produit beaucoup de choses, mais elle produit pas mal de céréales qu'on exporte, elle produit aussi des Airbus, des voitures, des ci, des ça, et quand on exporte, ça veut dire qu'on ne l'a pas consommé, donc il faut le compter en déduction. Alors éventuellement, voilà ce que c'est, il y a les céréales, des fruits, des noix, des oléagineux, des fourrages. Bon, c'est pas passionnant, mais vous vous doutez que les céréales sont le terme essentiel. Maintenant, la consommation. Alors, la consommation, je vais déduire ce que nous avons exporté, mais je vais ajouter ce que nous allons importer. Alors, voilà ce que ça donne. On consomme de la viande, vous voyez, c'est le terme important, d'autres produits, des produits industriels, du lait, du café, etc. etc. Et j'ai ici fait un peu, je ne vais pas rentrer dans tout le détail des chiffres, mais j'ai pris les produits agricoles nationaux, les produits importés, les produits industriels nationaux, les produits industriels importés, l'eau domestique, et je fais le total. Et nous consommons 106 km3 d'eau par an, et ça, quand j'ai vu ce chiffre, je n'y ai pas cru de mes yeux, nous importons en gros la moitié de notre eau. Donc nous, un pays riche en eau, on importe plus d'eau virtuelle, c'est-à-dire venant de l'étranger, qu'un pays aride comme la Tunisie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, si vous voulez, la planète s'est mise à être une espèce d'énorme marché unique, et vous avez ici
le transfert d'eau virtuel en 2009, environ un tiers de la production agricole internationale passe sur un bateau et voyage. Donc vous voyez, nous ne mangeons plus uniquement sur des produits français, nous importons de la viande, nous importons des céréales, nous importons des oranges, nous importons ceci, cela. Et vous voyez que le problème de l'eau en France, finalement, il est pour moitié traité à l'étranger. Nous ne sommes même plus, gérants de nos ressources, puisque nous importons tout ça. Donc vous voyez, ça c'est une évolution qui s'est faite en quelques dizaines d'années, et qui fait que la Tunisie arrive à vivre, et que nous, Français, nous dépendons presque autant de la Tunisie et de l'étranger pour notre alimentation. Alors, ça, c'est une image qui m'a saisi. L'essentiel de l'eau bleue virtuelle que nous importons, vous le voyez, c'est cette espèce d'énorme cercle-là. C'est quoi? C'est du coton. C'est du coton. On ne produit pas de coton en France. Il ne fait pas assez chaud, on ne peut pas faire pousser du coton en France. On est obligé de l'acheter. Oui, c'est énorme. Notre achat de coton représente plus de la moitié, 56%, de l'eau bleue, c'est-à-dire l'eau qui a été faite pour irriguer, dans le pays qui a produit le coton. Où achetons-nous notre coton? En Ouzbékistan. Pourquoi? On aurait pu l'acheter au Mali. Si vous aimez Orsena, lisez l'histoire du coton, on verrait qu'il y a des merveilleux producteurs de coton au Mali. On pourrait l'acheter en Égypte? Non. Bon, il se fait que, traditionnellement, nous achetons notre coton en Ouzbékistan et nous faisons tisser au Pakistan. Et ça vient en chemisette chez nous. Alors, les Ouzbeks, ils sont adorables, ils sont charmants, mais comment ils font pousser du coton en Ouzbékistan? Vous avez dû en entendre parler. Ils ont pris deux grands fleuves venant de l'Himalaya, qui s'appellent le Sirdaria et l'Amou Daria, qui autrefois allaient se jeter dans la mer d'Aral, et ils ont irrigué leurs champs de coton. Résultat des courses, la mer d'Aral a disparu. Alors, j'ai le regret de vous avouer que je porte une chemise en coton, peut-être que certains d'entre vous en ont aussi. Nous sommes collectivement responsables de l'assèchement de la mer d'Aral. Il faut bien voir ça. Maintenant, l'eau, c'est un problème global, et si on laisse les Ouzbeks faire n'importe quoi dans leur pays et qu'on va leur acheter leur coton, on a moralement au moins une part de responsabilité dans ce qui se passe dans le pays correspondant. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de chemise en coton, mais il faut être conscient, et il faudrait exiger à nos supermarchés qui nous vendent ces produits de nous dire « Il vient d'où votre coton? La chemise que vous me vendez, elle a été faite où? Et le coton, il vient d'où ?» J'aimerais bien savoir, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser continuer. Sachant maintenant que le problème est global, il faudrait quand même être raisonnable dans nos achats. Bon, alors ça, je vous l'ai dit, on a de l'eau, et quand même, on importe à peu près la moitié de l'eau que nous consommons, et je vous ai déjà montré ça. Alors, tu me donnes encore combien, là? 5 minutes? Oui. Il faudra bien que ça aille. Je ne veux pas vous faire peur, mais ça, c'est une courbe qui a été publiée dans les années 2014, c'est pas vieux, par les Nations Unies. Oui, il faut que je vous explique. À l'Académie des sciences, on m'a demandé, il y a 5 ans à peu près, de faire un point pour le ministère de la Recherche sur ce qu'on appelait démographie, climat et alimentation mondiale. Comment on va faire sur Terre pour nourrir tout le monde? C'était ça la question, avec l'influence de la démographie, et aussi le climat. Est-ce que le climat va nous empêcher de produire la nourriture? Donc j'avais fait ce rapport, et on avait conclu en 2011, grosso modo, on doit pouvoir y arriver si la population de la planète devait se stabiliser. À l'époque, en 2008, elle devait se stabiliser à environ 9,5 milliards dans les années 50-60. Et puis en 2014, les Nations Unies ont repris leurs examens, et ce n'est pas ça du tout. Vous voyez qu'ils ont allé jusqu'à 2100, et on sera, non pas stabilisé à 9, mais on sera à 11. 11 milliards. Actuellement, on est un peu plus de... On doit être à un peu plus de 7. On a passé 7 il y a quelques années, maintenant on doit être entre 7 et 8. Mais alors, où ça va très mal, c'est ça. C'est la même courbe, mais maintenant par continent. Vous avez ici l'Asie, vous avez ici l'Afrique, vous avez ici les petits continents, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc là, on est moins du milliard, ça ne pose pas de souci. L'Asie, vous voyez, l'Asie a fait une transition démographique qui dit qu'à partir de 2060 à peu près, la population asiatique, avec bien sûr des fourchettes d'incertitude, devrait décroître. Mais regardez l'Afrique.
Regardez l'Afrique. L'Afrique, en 2050, elle continuera à croître et embellir, si je puis dire, pour arriver à 4 milliards d'Africains en 2100. 4 milliards d'Africains. Ils ne peuvent déjà pas se nourrir aujourd'hui. Le déficit alimentaire de l'Afrique est énorme et la population de l'Afrique continue à croître comme si de rien n'était. Donc là, on se prépare des problèmes de conflits, de pauvreté, de famine, de tout ce que vous voulez. Bon, je passe là-dessus. Comment trouver l'eau pour nourrir tout le monde? Je crois que je m'arrêterai là. Donc, si on est dans un pays où il n'y a pas assez d'eau, par exemple l'Afrique du Nord, on pourrait essayer de déplacer de l'eau. Bon. Amener des bateaux d'eau de Marseille à Tunis, ça coûte beaucoup trop cher. Vous vous rendez compte qu'il faudrait 1000 kilos d'eau pour arriver à faire pousser 1 kilo de blé, donc ça n'a pas de sens. Donc on ne peut pas transférer très loin. On peut transférer, on a failli transférer de l'eau à Barcelone, vous avez entendu parler de ça il n'y a pas très longtemps, ça ne s'est pas fait, à mon avis c'est une erreur. On peut déplacer de l'eau virtuelle. Ça, je vous ai expliqué. Donc, on fait produire de la nourriture ici, on la met dans un autre pays. Mais, il y a une autre solution. Déplacer les populations. Si on ne mange pas à sa faim parce qu'il fait trop sec quelque part, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils prennent leur valise et ils s'en vont. Donc, les problèmes de migration que nous connaissons aujourd'hui, ils vont être décuplés si les choses continuent dans le sens où nous sommes. Or, vous savez peut-être que la guerre de Syrie, on en donne une des raisons potentielles de son déclenchement, c'est une sécheresse importante en Syrie dans les années 2006, qui a fait que, par ailleurs, les Turcs avaient fermé l'eau du Tigre sur leur barrage, si bien qu'il n'y avait pas assez d'eau dans les rivières, si bien que les agriculteurs syriens, ne pouvant plus vivre sur leur terre, sont venus à Damas. Et puis ils vivaient d'expédients comme ils pouvaient, et petit à petit, ça a fomenté une révolution qui a conduit à l'état que vous connaissez. Nous sommes sur le début de crise de cette nature dont nous ne mesurons pas aujourd'hui l'ampleur. Nous ne mesurons pas aujourd'hui l'ampleur. Et la croissance africaine est pour moi quelque chose d'extrêmement, extrêmement préoccupant. Voilà. Perte alimentaire, j'ai pas le temps. Merci beaucoup. On s'arrête là et je répondrai avec plaisir à vos questions.